Bonjour, je suis Corinne et je suis très contente de vous retrouver sur le podcast de Réussir son orientation. Durant les épisodes, je vais vous donner des conseils pratiques et concrets pour préparer votre orientation, prendre les bonnes décisions et ne pas vous tromper dans vos choix de formation. Alors si vous êtes parent et que vous voulez y voir plus clair pour aider vos enfants au collège, au lycée ou dans le supérieur, ou bien élève à la recherche d'informations, ce podcast est fait pour vous. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vais te présenter l'interview que j'ai réalisée avec Myriam Draman. Myriam, elle est conseillère d'orientation indépendante et elle est aussi formatrice pour adultes. Et sa spécialité, c'est l'orientation des jeunes. Je l'ai interrogée sur Parcoursup. Elle va nous donner plein de conseils super pratiques pour faire un bon dossier Parcoursup, pour choisir des vœux qui te correspondent. J'ai appris beaucoup de choses et je suis sûre que cet entretien va t'aider dans ton choix d'orientation. Bonjour Myriam et merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait très très longtemps que je vois ton nom sur les réseaux sociaux et je suis contente qu'on se rencontre enfin. Et donc on parle en fait de ce qui nous préoccupe tous en ce moment, c'est-à-dire de Parcoursup. Et je voudrais que aujourd'hui on discute de choses très pratiques et qu'on donne des conseils très pratiques à tous nos jeunes qui sont plein Parcoursup. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours, ce que tu fais, pour ceux qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Bonjour Corinne. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est moi qui suis flattée, hein, vraiment, très honorée de pouvoir participer à ton podcast que j'écoute très régulièrement, qui fait partie de mes podcasts chouchous, en tout cas sur l'orientation scolaire. Et donc si je peux apporter des informations à tes auditeurs, j'en serais ravie. Donc, je m'appelle Myriam Draman, je vis à Istanbul depuis 20 ans maintenant, 20 ans déjà. J'ai commencé ma carrière en étant professeur de physique-chimie en collège et lycée. J'étais en France quelques années, puis je suis arrivée à Istanbul en 2003 pour enseigner au lycée Galatasaray à l'époque. Voilà, donc ensuite j'ai enseigné une dizaine d'années, puis j'ai exercé différentes activités. Et il y a 4 ans, j'ai décidé, j'ai décidé d'embrasser la carrière, l'activité de conseillère en orientation scolaire indépendante. Pourquoi? Parce que j'ai senti déjà à l'époque qu'il y avait un réel besoin et je me sentais assez légitime avec mon passé d'enseignante, avec aussi mon expérience d'entrepreneur, parce que j'avais eu 5 ans d'entrepreneuriat dans le passé. Voilà, et puis je pense que par-dessus tout, ce que j'aime, c'est travailler à mon compte, travailler librement, sans patron. Et donc, cette activité regroupait tous les critères qui étaient indispensables pour moi à cette époque. Puis j'avais très envie aussi, d'aider tous ces jeunes comment dire, en quête, hein, tous ces jeunes dans le flou, dans leur orientation scolaire. J'avais très envie de les aider à trouver des pistes concrètes d'études supérieures et aussi de métiers, de domaines d'activité. Donc voilà, je suis donc COSI. Moi maintenant je dis COSI, ça va plus vite parce que conseillère d'orientation scolaire indépendante, c'est un peu long. Je suis COSI depuis 4 ans et je suis également formatrice pour adultes depuis 1 an et demi, puisque j'ai lancé ma première formation en septembre 2021 et cette formation, j'en suis aujourd'hui à sa 5e session. C'est une formation pour devenir, comme moi, comme toi, Corinne, conseillère d'orientation scolaire indépendante. Et voilà, donc j'ai 2 casquettes, si on peut dire. J'accompagne des jeunes au quotidien et je forme des adultes à mon métier. Et Voilà. c'est super parce qu'en fait, moi, ce que je trouve, ce qui est très bien dans ton programme, c'est qu'en fait, tu formes les jeunes. Donc, en fait, tu sais vraiment de quoi tu parles puisque tu n'es pas loin dans un bureau, tu les formes au quotidien et donc tu peux vraiment expliquer à d'autres personnes comment s'y prendre parce que tu le fais et je trouve que ça, c'est vraiment remarquable. Ah oui, c'était indispensable. Voilà, c'était indispensable de garder un pied sur le terrain.
et pas être voilà, juste formateur théorique. Ça, c'est un Absolument. must. Absolument, super. Bah, écoute, donc je crois que tu es vraiment la personne idéale pour nous parler de Parcoursup aujourd'hui. On va reprendre un peu, c'est ce qu'on se disait auparavant, on se dit, c'est pas possible, Parcoursup, tout le monde connaît, mais non, en fait, non. Il y en a qui sont vraiment tout au début. Et donc, ça serait peut-être pas mal de reprendre un petit peu la base sur la première étape, c'est-à-dire comment ça fonctionne, en fait. C'est quoi cet algorithme? C'est quoi tous ces mythes qu'on a autour de Parcoursup? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? D'accord. Parcoursup, pour tous ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Parcoursup, c'est une plateforme d'inscription en première année d'études supérieures. Voilà, donc c'est le guichet unique, hein, aujourd'hui pour tout candidat qui veut s'inscrire en première année d'études supérieures. Alors, je dis guichet unique, c'est parce que la grande majorité des formations post-bac s'y trouvent. Il y a aussi, hein, faut le dire à nos auditeurs, il y a aussi des formations post-bac qui ne sont pas encore sur la plateforme Parcoursup, mais à terme, hein, l'ambition du ministère de l'enseignement supérieur, c'est que toutes les formations post-bac s'y retrouvent. Parcoursup, qui peut s'inscrire? Donc déjà, qui s'inscrit de manière la plus importante? On a les lycéens donc de France et des lycées français de l'étranger, qui constituent le gros du bataillon. Ensuite, on a les étudiants en réorientation, tout à fait. Et en troisième position, on a les lycéens français qui suivent un parcours différent de celui de l'éducation nationale. Voilà. Ça, c'est ceux qui sont les plus nombreux à s'inscrire sur la plateforme. Parce qu'il faut savoir que la nationalité française donne le droit de s'inscrire sur Parcoursup, hein, même si on suit ses études au lycée américain de Boston. Hein, je le sais très bien, bah, d'ailleurs c'est le cas, je suis actuellement voilà, une lycéenne à Boston, franco-américaine, et donc elle a le droit de s'inscrire sur Parcoursup parce qu'elle est française. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les étudiants de l'UE, hein, qui ont le droit de s'inscrire sur Parcoursup. Alors, ils ne sont peut-être pas très nombreux, mais il doit y en avoir. Et vous avez aussi les étudiants des autres pays du monde, Maghreb, Asie, Afrique. Ils ont le droit de s'inscrire sur Parcoursup aussi, mais seulement en formation sélective. Voilà. Donc, par exemple, ils peuvent s'inscrire dans un BUT ou ils peuvent s'inscrire dans une classe prépa, mais ils n'ont pas le droit de s'inscrire en licence, par exemple. Les candidats ne peuvent faire que 10 vœux au maximum, et c'est déjà 10 vœux et 20 sous-vœux. Ensuite, les vœux ne sont pas classés, c'est important de leur rappeler, mais ils le savent normalement aujourd'hui, hein, il n'y a plus de hiérarchie dans les vœux. Ce qui compte, voilà, ça va être la motivation, hein, qu'ils vont devoir traduire, hein, en lettres de motivation pour chacun de leurs vœux. Alors, tu parles de motivation, mais est-ce que c'est que la motivation qui compte pour rentrer dans une formation? Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus en fait, de finalement, quand une formation reçoit un dossier Parcoursup, enfin un dossier d'un élève finalement, qu'est-ce qu'elle prend en compte? Effectivement, Corinne, c'est pas seulement le projet de formation motivé qui compte. Il y a plusieurs critères qui comptent et souvent, en tout cas pour les formations sélectives, un des critères les plus lourds, hein, un des critères qui a le plus de poids, c'est les résultats scolaires de l'élève. Hein. Les résultats scolaires de l'élève comptent bien sûr énormément pour sa future sélection. Ça, c'est très important. Mais par exemple, entre deux bons candidats ou deux, disons, très bons candidats qui ont le même, voilà, qui ont le même background scolaire, on va dire, pour les départager, certaines formations vont aller regarder les projets de formation motivés. Donc, Tout c'est pour à ça fait. que ça compte. C'est pour ça que ça compte. Elles peuvent aussi aller regarder la rubrique activités et centres d'intérêt pour, voilà, pour choisir les candidats qui ont le meilleur profil pour la formation. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que ce projet de programmation motivée dont on va parler tout à l'heure, il faut absolument s'en soucier, le faire de manière très précise, surtout pour les formations sélectives. Mais je crois aussi que c'est important d'être très réaliste sur son niveau scolaire et de ne pas se tromper dans les choix de formation parce que malgré tout, c'est les notes, malgré tout, c'est les appréciations des profs.
et que les grosses erreurs que je vois moi chez les jeunes que j'accompagne, c'est des jeunes qui sont souvent trop ambitieux par rapport à une réalité de leur dossier scolaire. Et c'est quand même, et avant tout, le dossier scolaire. Ils ont l'impression d'être très, très bons dans leur formation. Il y a tellement de lycées et tellement de personnes qui demandent la même formation. Donc, il faut vraiment être très, très au clair sur son niveau, son classement, l'écart par rapport à la moyenne de la classe, surtout pour les formations présélectives. Donc, je te remercie vraiment de mettre l'emphase dessus, mais aussi sur le projet de formation motivée dont on va parler juste après, parce que j'ai plein de questions dessus. Justement, si on revient un petit peu sur ces vœux, comment on fait pour choisir une formation qui nous correspond? Comment on fait pour s'y retrouver dans les 19 600 formations? C'est quoi les petits trucs que tu donnes, toi, à tes élèves? Oui, donc comme tu le sais, Corinne, effectivement, j'accompagne aussi dans le cadre de mon activité des jeunes voilà, pour la construction, hein, pour la construction de leur liste de vœux. Et je leur dis toujours, voilà, il faut la faire de manière stratégique. Euh, donc, quand on parle de stratégie, alors déjà, super important, ils ont 10 vœux à faire. Moi, je tiens à ce qu'ils fassent leurs 10 vœux. Hein, pas 7, pas 6, mais les 10. Il faut utiliser toutes les chances proposées. Ensuite, comme tu parlais de vœux ambitieux, souvent je leur dis, voilà, tu peux faire, disons, 8 vœux ambitieux, mais voilà, c'est notre rôle aussi de conseiller. Tu vas absolument choisir 2 vœux de sécurité. Hein. 2 vœux de sécurité parce que, voilà, effectivement, tu as peut-être un bon dossier, mais il y a, voilà, comme tu viens de le dire, il y a plein d'autres élèves qui ont aussi ton profil. Et on va essayer, on va croiser les doigts, mais je ne voudrais pas que tu te retrouves sans rien à l'arrivée, hein, à la fin de la phase d'admission. Donc moi, je les encourage, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Hein. Avec moi, il faut qu'il y ait 2 vœux de sécurité. Donc quand je parle de vœux de sécurité, c'est une licence. Hein, une licence dans son académie avec un taux d'accès au-dessus de 60%. Oui. Voilà. Alors, imaginons un élève qui veut effectivement faire plus tard qui veut travailler dans le secteur du commerce et du management. Ce qu'on va faire, c'est qu'ensemble, je vais lui expliquer déjà toutes les filières possibles pour travailler dans ce secteur-là ensuite. Des fois, ils ne savent pas forcément. Donc, je leur présente les BTS, je leur présente les BUT, je leur présente bien sûr les écoles de commerce, mais souvent, ils pensent que école de commerce. Or, il y a plusieurs filières possibles. Hein. Je leur parle de certaines licences dans les IAE, hein, les instituts d'administration des entreprises. Voilà, j'essaye de balayer avec eux, c'est pas j'essaye, hein, je balaye avec eux toutes les filières possibles et je les encourage à, voilà, à diversifier leurs vœux. Voilà, apprendre un BTS, apprendre un BUT, à choisir donc un concours, hein, parce que les écoles de commerce, c'est sur concours, et une licence, par exemple, éco-gestion, hein, dans l'université de leur académie. Voilà vraiment un exemple concret. Je pourrais peut-être préciser, hein, voilà, un BTS dans le secteur du commerce et puis un BUT GEA ou un BUT GACO ou un BUT Tech Deco. Voilà, des BUT qui permettent ensuite une poursuite d'études. Ce que je leur explique toujours, qu'ils ne savent pas forcément, c'est que les études aujourd'hui supérieures, c'est un tremplin. C'est un tremplin, c'est une première étape. Voilà. Et ils ont pas souvent à l'esprit que ensuite ils peuvent poursuivre leurs études. Ils peuvent, par exemple, après un BTS, on le sait aujourd'hui, 50% des étudiants continuent leurs études. Après un BUT, 80% des étudiants continuent leurs études. Donc, c'est ce que je leur dis aujourd'hui. En fait, choisissez la filière post-bac dont le cursus vous plaît le plus, là où vous allez être voilà, le plus, comment dire, le plus à l'aise. Hein, donc, c'est le travail que je fais avec ces élèves. Donc voilà, je leur présente ce qui existe et j'essaye de faire en sorte voilà, qu'ils choisissent différentes filières euh, et je leur explique bien voilà, les caractéristiques de chacune. Ça, c'est important. Donc, j'entends que toi, pour pouvoir choisir ses vœux, c'est déjà être au courant de tout ce qui existe. Et souvent, et je te rejoins, on a
pas toute l'information. Donc ça, c'est ton premier travail et c'est le premier travail de recherche si on veut faire ses vœux dans Parcoursup. Et une fois qu'on a fait ce premier travail, c'est d'utiliser bien la palette des 10 vœux pour pouvoir en fait maximiser ses chances d'être pris partout et se dire que bah, finalement, ok, je vais choisir une formation l'année d'après qui va me durer peut-être 3 ans, mais que ça va continuer. Et que finalement, bah, je me ferme pas forcément. Bon, il y a peut-être des portes que je vais me fermer par certains vœux, mais je vais avoir encore tellement de possibilités sur un master parce que quand même quelque part, bah, le Parcoursup, il reviendra 3 ans plus tard avec bah, le master où il va falloir à nouveau faire des vœux, à nouveau faire des choix. Et finalement, la réflexion, elle sera à nouveau la même, mais là, on pourra peut-être, ils seront plus âgés, ils auront peut-être plus construit leur projet. Donc, peut-être dédramatiser aussi dans ce choix qui n'est pas final, quoi. Il y aura d'autres Ah opportunités. oui. Non, tout à fait. Ouais. Ok, ok. Donc après, dans le dossier Parcoursup, on va peut-être parler bah, du projet de formation motivée, peut-être avant le dossier activité, parce que tu as raison, le dossier activité, il est facultatif. Le projet de formation motivée, après les notes, c'est l'élément clé à bien travailler. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un bon projet de formation motivée et qu'est-ce qu'il faut absolument éviter, à ton avis? D'accord. Alors, tu sais, Corinne, si ça te dérange pas, j'aimerais bien qu'on parle au contraire de la rubrique activités et centres D'accord, d'intérêt. ok. Alors, D'abord, d'accord. parce qu'en fait, quand j'accompagne les jeunes sur Parcoursup, moi, je remplis avec eux d'abord cette rubrique-là. Pourquoi? Parce que ça me permet de mieux les connaître déjà, parce que voilà, je les connais avec leurs résultats scolaires, leurs bulletins, avec ce qu'ils m'ont raconté. Mais la partie, la séance où on remplit la rubrique activités et centres d'intérêt, elle est primordiale parce que c'est une rubrique où ils vont pouvoir expliquer tout ce qu'ils font à côté de leur vie de lycéen. Voilà. Et ce n'est pas que des lycéens, nos jeunes. Voilà, ils ont aussi, pour certains, des vies extrêmement remplies avec de nombreuses activités à côté. Et je trouve que c'est important de pouvoir le valoriser. Et il y a un endroit donc, sur Parcoursup où on peut le faire. Donc, c'est cette fameuse rubrique activités et centres d'intérêt. Donc, j'explique à nos auditeurs, il y a quatre parties. Hein. Il y a la partie mes activités d'encadrement et d'animation, mon engagement citoyen, mes jobs, voilà, mon expérience professionnelle. Et enfin, dernière partie, mon ouverture au monde. Donc, dans chacune de ces 4 parties, je fais en sorte que les jeunes, voilà, valorisent. Tout est bon, hein, tout est bon à valoriser. Valorisent des expériences qu'ils ont eues. Et alors, et ça, j'y attache une grande importance. Et chaque fois qu'ils parlent donc d'une activité, je leur demande de réfléchir à ce que ça leur a apporté. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont gagné comme connaissances, comme compétences? Peut-être juste pour tes auditeurs, je peux te lire un exemple pour Ouais. qu'ils sachent comment on le construit. Hein, comment on construit. Moi, je ne fais pas comment dire, des petits tirés. Des petits tirés. Non, nous, on construit des paragraphes avec mes élèves. C'est une bonne idée de lire. Donc, voilà, je vais t'en lire un exemple, par exemple. Donc, c'est Nathan. C'est Nathan qui s'exprime. Expérience d'encadrement ou d'animation. En seconde, lors du confinement, j'ai accepté d'être le tuteur d'un élève en CM2 durant le 3e trimestre. Chaque semaine, j'avais pour mission de revoir les cours précédents, de réexpliquer les notions non comprises et de préparer en amont des exercices pour approfondir la leçon. Cette expérience m'a fait réaliser combien le métier d'enseignant est difficile et exigeant. J'ai dû faire preuve de beaucoup de patience et de détermination pour suivre cet élève rebelle à l'enseignement à distance. J'adore, j'adore. Voilà, c'est voilà ce qu'on fait avec les élèves que j'accompagne. Une petite histoire qui me raconte. J'étais tuteur en seconde. Je fais en sorte qu'ils développent, voilà, qu'ils développent et qu'ils construisent un joli paragraphe qui mettent en valeur même leur courte expérience. Voilà, même si c'est une courte expérience, même le babysitting. Hein, les élèves qui font du babysitting, je leur dis, il faut en parler. Il Ouais, faut en parler. tout à fait. Et Voilà. peut-être que ça va te donner une piste aussi pour te dire, bah tiens, cette formation-là, elle tirait bien, tu y avais peut-être pas pensé. Et toi, en entendant ça, tu vas te dire, bah évidemment, il y a aussi ça, et peut-être que Voilà. c'est vrai que c'est une super idée. Et je te rejoins aussi. Finalement, 2 notes équivalentes,
si je ne sais pas quoi choisir, lequel choisir, cet élève-là, je vais me dire, ah oui, il a quand même des qualités qui m'intéressent, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Donc toi, tu conseillerais quand même aux élèves, aussi bon, pour ceux qui travaillent seuls, finalement, de commencer par remplir cette partie-là pour qu'ils apprennent à se connaître un peu mieux. Exactement, exactement. Et puis comme ça les aidera lors de la rédaction du fameux projet de formation motivée, parce que pour chaque formation post-bac visée, ils pourront aller éventuellement choisir voilà, comment dire, des expériences qu'ils vont pouvoir réutiliser éventuellement dans leur projet de formation motivée. Hein, pas tout raconter en détail, évidemment, mais voilà. Et c'est vraiment, voilà, moi je conseille de faire ça dans cet ordre-là, avant de se jeter sur les projets de formation motivée, de faire ce travail de réflexion, de revenir sur ces 3 dernières années, voire sur ces 6 dernières années, hein, ils peuvent remonter jusqu'à la 6e, hein, pourquoi pas. Et voilà, donc c'est la première étape. Ensuite, si on parle du projet de formation motivée, effectivement, on l'a dit, pour chaque vœu, il faut un projet de formation motivée. On va peut-être parler de la forme d'abord et du fond ensuite. Oui. Alors, la forme du projet de formation motivée, donc les grands classiques, hein, 1500 caractères, c'est pas beaucoup, ça revient à une douzaine de lignes, hein, sur Calibri, paraît-il, Police 11, Police 11, si je me souviens bien, pour te dire. Donc, il faut être très synthétique. Ensuite, il y a 3 parties, hein, comme dans tout texte, il y a une introduction, un développement, une conclusion. Ce que je conseille, c'est d'écrire une intro accrocheuse, évidemment. Parce qu'on le sait, hein, c'est avec les premiers mots, les premières lignes qu'on peut capter le regard de l'enseignant ou du responsable pédagogique qui va lire la lettre de motivation. Donc ça aussi, c'est un travail que je fais souvent avec mes élèves. J'essaye de faire en sorte voilà, qu'ils peaufinent leur introduction. Donc là aussi, j'aimerais bien te lire, Corinne, et aux auditeurs, une intro sympa. Voilà, une intro qui en jette un peu. Madame, monsieur, motivé et ambitieux, je candidate au concours Access car mon projet professionnel est de créer et de gérer ma future entreprise. Le secteur des nouvelles technologies pourrait me plaire, même si je m'interroge encore. En revanche, je sais d'ores et déjà que je veux créer une entreprise éthique et respectueuse de l'environnement. Voilà. Bon, voilà une intro un petit peu différente de je suis actuellement en terminale, j'ai choisi les spécialités maths et physique-chimie et je veux faire du commerce plus tard. Voilà. J'aime bien quand ils commencent avec des adjectifs un petit peu voilà, pour pas dérouter le lecteur, mais pour, pour qu'il se dise ah tiens, voilà un démarrage original. Voilà. Oui, et Ça, puis tu vas amener c'est une un association. conseil. Finalement, tu as que 1500 caractères, donc en disant je suis en terminale et j'ai choisi les spécialités, mais ça, on le sait déjà. C'est déjà dans le Oui, tout diplôme. à fait. Donc pourquoi Voilà. le redire tout de suite au début? C'est Exactement. C'est pas du tout nécessaire de redire les spécialités, sauf si vous avez envie de dire quelque chose de particulier concernant une spécialité ou bien voilà l'amour que vous lui portez. Mais sinon, voilà. Sinon, c'est pas la peine de rappeler les spécialités ni le nom du lycée. Hein. Ça, c'est voilà. Gagner des caractères et construisez des phrases voilà plus punchy. oui, puis qui apporte, tu vois, parce que c'est vrai que Voilà. si c'est pour dire je veux faire du commerce parce que j'aime bien la vente, bon, bah, on s'en doutait. Et Donc, ce qu'on leur demande souvent aussi aux jeunes, Corinne, voilà, c'est de se projeter. C'est pas juste de voir à l'année prochaine, l'année prochaine. C'est plutôt, voilà, comme ce jeune homme, lui, son projet dans la vie, c'est de créer sa boîte. Il y en a, hein, c'est de créer sa boîte, de gérer sa boîte. Il sait qu'il aimerait travailler, voilà, dans le domaine de l'environnement. En tout cas, il aimerait avoir une entreprise éthique. Et je trouve que c'est bien, dans l'intro, l'écrire. Alors, on peut l'écrire dans l'intro, on peut l'écrire dans la conclusion. Hein, il n'y a pas de règle. Mais ça montre la motivation, ça montre que le jeune homme, ici, dans ce cas-là, c'était un jeune homme, il a vu plus loin que l'année prochaine. Il s'est déjà projeté à plus de 5 ans. Et ça peut plaire. Voilà, ça peut plaire au jury, hein, aux jurys qui vont sélectionner les candidatures. non, mais totalement. Et puis, je pense pour moi aussi, ça amène une idée que je me suis projetée et je vois que la formation, elle va m'apporter quelque chose dans mon projet.
C'est-à-dire, je la fais pas juste parce que c'est comme ça, je la fais parce que j'en ai besoin de cette formation. Donc, c'est pour ça que je la fais. Et donc, forcément, comme j'en ai besoin, bah, je vais m'impliquer, je vais être motivée et ça va marcher. Donc, Mm. je rejoins complètement là-dessus. Je dis la même chose à mes élèves. Donc, ça, c'est Et vraiment. peut-être d'autres conseils, voilà, d'autres conseils pour le fond maintenant. Euh, alors, c'est impératif. Il faut aller lire les attendus de chaque formation. Et souligner ou pas souligner parce que c'est sur une plateforme Internet, et noter sur une feuille tous les mots-clés. Voilà, les mots-clés. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de s'en resservir dans la lettre de motivation. Hein. Ça, c'est la première chose à faire. Avant de se lancer dans l'écriture, on va lire les attendus. Hyper important et relever les mots-clés. Ensuite, très important concernant le contenu de la lettre de motivation, dire si on est allé à des journées portes ouvertes. Si oui, si oui, indiquer la date, indiquer les personnes à qui on a parlé. Si on a un nom, c'est top. Parce qu'ils vont se dire, ah oui, lui, il est vraiment sérieux, ou elle est vraiment sérieuse. Elle a échangé avec des membres de l'équipe. Elle a vraiment envie de rejoindre notre formation. Ça compte énormément. Les journées portes ouvertes. Ah oui, autre chose, les MOOC. Les MOOC, hein, il y en a dans tous les domaines ou presque. Mais dire, par exemple, que j'ai suivi le MOOC je sais pas moi, sur le BUT ou bien sur la licence de psychologie, encore que là, c'est pas forcément nécessaire parce que les licences de psychologie, elles n'ont pas trop le temps d'aller lire les lettres de motivation des jeunes, mais il y a plein de MOOC dans différents domaines, dans les métiers du sport. Tiens, voilà, il y en a un dans les métiers du sport que j'ai conseillé à mon élève qui veut s'inscrire en licence TAPS. Je lui dis, regarde ce MOOC. Alors, un Il mock, regarde ce MOOC. pas trop. Un mock, tu nous expliques rapidement ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, je me souviens plus exactement des initiales, facile à trouver sur Internet, MOOC. Massive, Mais Massive Online Open Courses. Donc, c'est des cours en ligne qui sont faits par des universités qui sont gratuits. Et c'est formidable. voilà, C'est des voilà, micro-formations qui t'expliquent en fait comment fonctionne une autre formation. c'est ça. C'est ça. C'est impératif aussi à suivre avant de rédiger le projet de formation motivé, pour pouvoir le dire aussi. J'ai suivi ce MOOC, mais pour de bon. Hein, il ne faut pas que ce soit un mensonge. J'ai suivi ce MOOC et on peut même dire, voilà, j'ai retiré une information particulière ou je me suis rendu compte de quelque chose, voilà, en lien avec le MOOC. Donc, revenir sur des exemples concrets. Je pense, voilà, Corinne, en plus de toutes les qualités de l'élève pour réussir dans telle ou telle formation, évidemment, ça va de soi, exprimer sa motivation, pourquoi cette formation, elle est vraiment faite pour nous et pourquoi nous, on est fait pour cette formation. Voilà, ça aussi, ça va faire partie du contenu, du contenu de la lettre de motivation. Mais voilà, je voulais vous donner quand même quelques tips, quelques conseils pour la rédiger. Je n'ai pas fait le tour des conseils. Bon, il y en a un autre. Essayez d'écrire au présent. Voilà. C'est éviter le conditionnel, le futur. Le présent, c'est très bien aussi. C'est très bien. Et donc, j'entends que plus tu vas mettre de toi-même, plus tu vas parler de toi, plus tu vas être spécifique, plus ça va attirer l'œil d'un jury. Et c'est-à-dire que moi, je dis à mes élèves aussi, relisez-la. Est-ce que vous êtes vous-même intéressé, est-ce que c'est intéressant ce que vous dites? Ou est-ce que c'est tellement général que finalement, ça n'apporte rien? Voilà. On a tellement peu Voilà. de temps quand on les lit, ces lettres de ces projets de formation motivés. Hein. On a tellement peu de temps qu'il faut que ça accroche l'œil tout de suite. Donc, Mm. c'est une petite chose différente et quelque chose de très spécifique et très personnel. Ça marche à tous les coups. Et c'est là où ça va faire la différence. Donc, ouais, tout à fait. Donc, tu confirmes alors, Corinne, toi qui es de l'autre côté, toi qui lis ces fameux projets de formation motivés, tu confirmes qu'il y a certaines informations sur lesquelles vos yeux vont s'arrêter. Et complètement. Alors après, un projet de formation motivé qui n'apporte rien, il apporte rien, puis c'est pas grave. Il n'apporte rien, donc on passe au suivant. Mais c'est vrai qu'un bon projet de formation motivée, exactement comme tu dis, avec des journées forces ouvertes mentionnées, enfin si on est dans une formation sélective évidemment, oui, là ça peut faire une différence et ça peut faire gagner des places dans le classement, quoi, finalement, parce que c'est ce qu'on veut. Oui. Hein. Le premier classement, c'est les notes. Le second classement dans les formations sélectives, c'est les comités qui vont lire les dossiers, les projets de formation motivée, les dossiers activités. Ils ont cette possibilité de faire monter les jeunes dans le classement.
dans les fameuses listes que les élèves, enfin voilà, les positions qu'ils ont sur la liste d'attente ou dans la liste principale. Et c'est là où le projet de formation motivée, il a toute son importance. Donc il faut vraiment pas, il faut y faire attention. Et c'est ce que disait Titouan dans l'interview que j'ai fait sur le CPES. Il disait exactement ce que tu dis. Il a pris du temps pour bien lire les attendus. Parcoursup, ils nous ont quand même facilité le travail cette année parce que tout est tellement plus clair qu'avant. Donc oui, autant aller servir des mots, autant se servir de ce qu'ils veulent pour pouvoir écrire et puis voilà, faire monter son dossier dans la liste. Ouais. Mais j'aime beaucoup ton idée de d'abord travailler sur les activités pour ensuite peut-être aller chercher des idées pour basculer dans sa lettre et rendre sa lettre très personnelle. C'est chouette parce qu'il n'y a pas beaucoup Par de temps. exemple, voilà, un exemple, Corinne, je me souviens donc un élève que j'avais accompagné il y a 3 ans maintenant, c'était un footballeur. Voilà, à côté de ses études, il jouait au foot depuis 7 ans. Hein. Et donc, il s'était renseigné, il voulait rentrer dans un IUT, l'IUT de Paris-Descartes, en Tech de Co, donc un IUT très, très sélectif hein, à Paris. Et donc, dans sa conclusion, on l'avait construite ensemble, il avait dit voilà, que ces 7 ans de football, eh bien, il aimerait comment dire, il aimerait les valoriser. Et en fait, il s'était proposé, il était allé regarder le site internet de l'IUT de Paris-Descartes et il avait vu qu'il y avait comment dire, un club de football associé à cette IUT. Et il avait dit qu'il aimerait porter les couleurs de l'équipe de l'IUT en question. Voilà. Et donc, c'était génial le parallèle, c'est une conclusion. Hein. C'est une conclusion. Voilà. Et donc, comme quoi la rubrique activité et centre d'intérêt, parfois, on peut aller prendre des petites bribes et s'en servir comme voilà, quelque chose de très personnel. Et surtout si on a regardé, bien sûr, le site de la formation en question, là, c'était le cas. Et je trouvais que c'était voilà, une très jolie conclusion, très personnelle. Tout à fait. C'est là qui va vraiment faire la différence. Moi, mais super, très bien. Voilà. Ok, alors on arrive un petit peu à la fin, on a fait le tour. Je pose toujours des questions aux personnes avec qui je m'entretiens, mais là, je ne sais pas si on va pouvoir finalement rajouter quelque chose, mais allez, on tente quand même. La question que je pose, c'est un conseil que toi, tu donnerais pour que les jeunes trouvent leur orientation. Puisqu'ils viennent nous voir, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce que tu leur dis en tout premier pour qu'ils trouvent quelque part ce qu'ils veulent faire? Un conseil que tu aurais à leur donner. Alors, bon, alors moi, c'est particulier quand même, Corinne, parce que les jeunes que je suis, je les aide. Hein, je les aide au préalable à faire un bilan d'orientation. Donc, normalement, ils ont fait ce travail de recherche. Hein, ils savent ce qu'ils veulent faire plus tard. Mais imaginons donc, pour nos auditeurs, quelqu'un voilà, qui n'a pas eu la chance de faire un bilan d'orientation. Comment trouver, c'est ça, comment trouver son orientation? Quand on part de rien. Quand on part de rien, ben, c'est basique, mais c'est d'apprendre à se connaître. Voilà. C'est prendre le temps, ben, si on est tout seul, prendre une feuille et commencer à réfléchir, écrire ben, ses qualités, écrire ses défauts, écrire peut-être ses points forts dans les études, ses aptitudes, en quoi ils sont habiles, quels sont, voilà, qu'est-ce qu'il est, est-ce qu'ils ont quelque chose qui les différencie des autres? Donc, vraiment faire ce travail aussi, quelles sont leurs valeurs, très important, quelles sont leurs valeurs dans le travail. Il faut qu'ils se projettent aussi dans leur futur métier et qu'ils fassent l'effort de réfléchir à leurs priorités. Voilà, à leurs priorités. Qu'est-ce qui va compter pour eux dans leur futur environnement de travail? Est-ce que c'est l'ambiance de travail? Est-ce que c'est travailler en équipe? Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent? Est-ce que c'est avoir un salaire fixe? Est-ce que c'est être son propre patron? Est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, il y a tellement de possibilités. Est-ce que c'est travailler en France ou bien voyager grâce à son travail? Donc, la première étape, c'est de prendre, allez, 1 heure, 2 heures et d'écrire, parce que je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, de peut-être regarder tous les secteurs d'activité, je parle vraiment pour les élèves qui seraient complètement dans le flou, et d'éliminer à la limite, hein, d'éliminer déjà tous ceux qui ne nous intéressent pas, et de se retrouver avec une petite, voilà, une mini-liste, je dirais, une liste plus petite, et ensuite d'aller rechercher sur Internet. Alors là, le temps presse un peu, mais bon, on va dire que l'élève est en seconde ou en première. Idéalement, voilà, idéalement de parler à des professionnels d'un secteur qui nous intéresse pour essayer de comprendre leur quotidien,
S'ils peuvent faire un stage, hein, s'ils peuvent faire un stage, ça serait très, très bien aussi voilà, pour vérifier si effectivement, ils n'ont pas idéalisé forcément un métier. Voilà, s'ils sont en seconde, en première, ils ont le temps, aller à des journées portes ouvertes, aller à des salons d'orientation. Donc prendre ce temps au préalable, surtout, surtout ne pas le faire en terminale au dernier moment avant l'ouverture de Parcoursup. Prendre ce temps, en seconde et en première pour réfléchir. Et si Ouais. jamais il y a toujours pas de piste qui a germé, bah, prendre rendez-vous avec un spécialiste de l'orientation scolaire. Se faire aider, c'est sûr. Voilà, se Et faire aider. j'adore l'idée de se dire commencer par soi et écrire, pas garder ça dans sa tête, Oui. Ah l'écrire. oui, je trouve, hein. Moi, c'est l'ancienne génération. Bah, écrire, on peut écrire sur une feuille ou on peut écrire sur un voilà, un document Même une Word, note de téléphone, mais ouais, l'écrire. Non, c'est même sur un téléphone, voilà. Mais il faut écrire, il faut garder une trace de ses réflexions. et alors la dernière question que je te pose et que je pose en général, c'est l'erreur. Mais ça revient peut-être un petit peu, mais l'erreur, la chose que tu as vue et où tu te dis: «Mais non, mais surtout pas». Alors, j'en ai trouvé 2. J'en ai trouvé 2, Corinne. Alors moi, je vais parler des erreurs qui vont concerner plutôt donc les élèves qui ont quitté donc, hein, qui ont quitté le lycée, qui sont, en études supérieures. Voilà. Beh, je dirais qu'il y a 2 grandes erreurs. Souvent, il y a les étudiants qui ont choisi une formation en voulant faire plaisir à papa ou à maman, ou en voulant faire comme le grand frère, la grande sœur. Voilà, ces élèves, ces étudiants-là, ils ont été influencés par leur entourage. Ils se sont pas écoutés. Voilà, ils se sont pas écoutés et ils se retrouvent à un moment devant une impasse. Ils disent bah non, en fait, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Là, une des erreurs, voilà, c'est les étudiants qui se laissent influencer. Et l'autre erreur, je dirais, alors l'autre erreur, c'est donc on va revenir avant le bac, c'est ceux qui attendent le dernier moment pour réfléchir à leurs questions d'orientation. Voilà. Ouais, Voilà c'est-à-dire 2 erreurs. Donc, voilà, pour les étudiants et les lycéens, ceux ceux qui, qui ceux qui procrastinent. voilà, ceux qui procrastinent parce que ça leur fait trop peur et qui se réveillent en janvier en se disant: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais devoir faire?» et là, c'est là un peu la cata. Ouais, super, bah oui, Voilà. c'est les 2 erreurs à ne pas faire, c'est Il ça. y en a peut-être d'autres, hein, il y en a peut-être Faut d'autres, pas mais les c'est laisser celles qui me poser. viennent à l'esprit. Oui, tu as bien raison, je suis d'accord avec toi. Super, écoute Myriam, vraiment plein de bons conseils, c'était top. Je pense qu'on repart avec des bonnes idées pour écrire son dossier, puis même pour réfléchir à son orientation. Si les personnes qui nous écoutent veulent aller voir toutes tes riches publications, parce que tu envoies des newsletters formidables, tu as plein d'articles, tu as plein de publications, comment on fait pour te trouver? Je mettrai tous les liens, hein, évidemment, dans les notes de l'épisode, mais dis-nous un petit peu où est-ce qu'on te trouve. Ah, ah là là, merci Corinne pour tous ces compliments. Alors écoutez, on me trouve sur mon site internet qui s'appelle meriemdraman.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram. J'ai un compte professionnel qui s'appelle Mon Orientation et moi. Je suis aussi sur Facebook à mon nom, Meriem Draman, sur LinkedIn et je suis également sur Pinterest. Voilà, donc je suis un peu partout, hein. Donc voilà, choisissez juste le réseau que vous préférez et Ouais. puis, voilà, on restera en contact ainsi. Et puis, je dirais, voilà, pas hésiter à s'abonner à ta newsletter parce que tu donnes vraiment, à chaque fois que tu envoies quelque chose, c'est toujours qualitatif. Donc, vraiment, faut pas hésiter à s'abonner, ça vaut de l'or. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Corinne. je t'en prie. Et puis, bah, écoute, ça sera peut-être pas la dernière fois qu'on fait un épisode ensemble parce que je pense qu'on a pas mal de choses à dire. Et tu as beaucoup à nous apprendre. Donc, merci pour cette première rencontre qui, à mon avis, ne sera pas la dernière. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Que de choses intéressantes dans cet entretien, vous trouvez pas? Alors voilà, moi, les idées principales que je retiens, celles que je vais continuer à proposer à mes élèves en accompagnement. La première chose que Myriam nous a dit et que j'ai trouvé vraiment pertinente, c'était le fait de faire 10 vœux. On a 10 possibilités dans Parcoursup, alors vas-y, prends-les toutes et fais 10 vœux. Équilibre ta liste de vœux, mets bien des vœux de sécurité pour être sûr d'avoir quelque chose l'année prochaine. La deuxième chose, c'est que tu dois garder en tête que cette première orientation n'est qu'une première orientation, que tu vas continuer en master, et donc que peut-être que cette première année, ces premières années vont être un petit peu générales, que tout se continuera après, et donc il n'y a pas de stress à avoir sur le fait de trouver exactement ta voie tout de suite.
Ensuite, au niveau de ses conseils pratiques pour la rédaction de ton dossier, elle nous a d'abord parlé du dossier activité. C'était intéressant parce qu'elle dit, bah voilà, si tu commences par ton dossier activité, tu vas apprendre à te reconnaître et tu vas pouvoir mettre en évidence tout ce que tu as appris dans ces expériences. Et le fait de commencer par ce dossier activité, ça te permet ensuite de travailler ton projet de formation motivée. Dans ce projet de formation motivée, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Eh bien, elle nous a dit que l'intro, c'est important, et très important, puisque c'est la première chose qui tape l'œil des comités de sélection. Donc, travaille ton intro. Lis bien les attendus de la formation que tu vas trouver dans Parcoursup et reprends les mots-clés. C'est pas beaucoup plus compliqué. Et ensuite, personnalise ta lettre au maximum en rajoutant ta participation à 2 journées portes ouvertes, les personnes que tu as rencontrées, les formations complémentaires que tu as pu faire. Vraiment, sois le plus concret possible. Écris au présent et de manière générale, amène une vraie valeur ajoutée, reste pas générale. Et pour conclure, le bon conseil qu'elle nous donne, c'est qu'on ne peut pas trouver de formation si on ne se connaît pas. Et donc, reprends une méthode qui est ancienne mais qui marche. Prends une feuille, écris tes qualités, écris ce que tu sais faire, écris ce qui t'intéresse. Lance tes idées sur une feuille. Une fois que ces idées sont écrites, on les voit beaucoup mieux, c'est plus évident. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de faire ce qu'on te dit, alors qu'en fait, tu ne le sens pas. Et j'espère que c'est pas trop tard pour toi, en tous les cas, d'attendre le dernier moment. Oui, si vous êtes en seconde, en première, là, c'est vraiment le moment de se mettre à la réflexion de son projet d'orientation. En janvier, en février de terminale, on fait un peu ça sous la panique et c'est pas toujours facile. Voilà, j'espère que ces conseils te seront utiles, que ce soit pour réfléchir à ton orientation ou pour rédiger ton dossier Parcoursup si tu es en plein dedans. Je te souhaite plein de courage et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à ma newsletter où une fois par mois, je partage des informations sur l'orientation et je vous invite à des ateliers gratuits avec des thèmes très utiles pour vos enfants. À bientôt!